Introduction. Les légats de l'Église catholique au Moyen Âge apportèrent en Angleterre, outre le corpus de l'Histoire sainte, un programme universitaire européen fondé sur les classiques grecs et latins. On pensait alors que les légendes liées à certains pays, celles du roi Arthur, de Guy de Warwick, de Robin des Bois, de la sorcière bleue de Leicester et du roi Lear, par exemple, avaient été conçues pour la masse. Le clergé, ainsi que les classes cultivées, au début de la période des Tudors, prenaient connaissance des mythes dans Ovide ou Virgile et dans les récits de la guerre de Troie, qui figuraient dans les livres en usage dans les collèges. Bien que la littérature anglaise officielle du XVIe au XIXe siècle ne soit intelligible qu'à la lumière de la mythologie grecque, les classiques sont actuellement tombés dans une telle défaveur qu'il semble naturel de nos jours qu'une personne cultivée ignore qui était, par exemple, Deucalion, Pélops, Dédale, Éonée, Laocoon ou Antigone. Depuis 2000 ans environ, il est d'usage de rejeter les mythes en les considérant comme des, élu- des élucubrations bizarres issues de fantasmes de l'imagination et que la pensée grecque, encore dans les limbes, nous aurait léguées. Quant à l'Église, elle les déprécie afin de mettre en valeur l'enseignement spirituel de la Bible qu'elle considère comme plus important. Cependant, il convient de ne pas sous-estimer la valeur des mythes si l'on veut étudier les religions et les sociétés primitives ainsi que l'histoire de l'Europe des premiers âges. Chimérique est une forme adjectivale du substantif chiméra, qui signifie chèvre. La chimère ne devait pas sembler plus étrange il y a 4000 ans que le sont de nos jours un symbole religieux, un blason ou une marque commerciale. La chimère était un animal hétéroclite, de pure convention, formé comme le rapporte Hésiode, d'une tête de lion, d'un corps de chèvre et d'une queue de serpent. On a découvert un relief de chimère sur les murs d'un temple hittite à Carchemish, et c'était sans doute à l'origine, de même que d'autres animaux composites comme le sphinx ou la licorne, un symbole illustrant le calendrier. Chaque partie de son corps représentait une saison de l'année sacrée de la reine du ciel. De même, selon Diodore de Sicile, les trois cordes de sa lyre faites d'une carapace de tortue. Cette année primitive à trois saisons a été étudiée par Nilsson dans le calcul du temps chez les anciens, 1920. À vrai dire, il n'y a que peu d'éléments dans l'énorme corpus un peu désordonné de la mythologie grecque qui a fait des emprunts à la Crète, à l'Égypte, à la Palestine, à la Phrygie, à la Babylonie, que l'on soit en droit de considérer comme de véritables mythes, comme c'est le cas de la chimère. On pourrait définir le mythe véritable comme un spectacle rituel ou rite mimé donné en représentation au cours des fêtes publiques et dont les scènes figuraient souvent sur des murs, des temples, sur des vases, des seaux, des coupes, des miroirs, des coffres, des boucliers, des tapisseries, etc. La chimère et les autres animaux avaient probablement un rôle de premier plan dans ces représentations théâtrales qui racontaient ou figuraient constituer la source essentielle, la suprême référence pour les lois religieuses de la tribu, du clan ou de la cité. Les sujets de ces spectacles étaient les procédés magiques en usage dans les temps archaïques qui assuraient la fertilité ou la stabilité d'un royaume, d'un roi ou d'une reine sacrée. Les royaumes gouvernés par les reines ayant, semble-t-il, précédé les royaumes gouvernés par des rois dans tous les territoires de langue grecque, et on les modifiait si les circonstances ou la situation l'exigeaient. L'essai de Lucien, de la danse, comporte une liste impressionnante de spectacles rituels représentés au IIe siècle avant Jésus-Christ. Par ailleurs, les descriptions que fait Pausanias des peintures qui décoraient le temple de Delphes et des scènes gravées sur le coffre de Cypselon indiquent qu'il existait à cette époque un grand nombre de récits mythologiques très variés dont aucune trace ne subsiste plus de nos jours.
Il convient de distinguer le mythe véritable de l'allégorie philosophique, comme dans la cosmogonie d'Hésiode, de l'explication étiologique des mythes dont le sens est perdu pour nous, comme c'est le cas pour Admète attelant ensemble un lion et un sanglier à son char, de la satire ou la parodie, comme c'est le cas du récit que fait Silène au sujet d'Atlantide, du récit romanesque, l'histoire de Narcisse et Écho, de l'histoire romancée, l'épisode d'Arion et du Dauphin, du roman de Ménestrel, l'histoire de Céphale et de Procris, de la propagande à des fins politiques, la fédération de l'Attique par Thésée, de l'histoire morale, le collier d'Ériphile, de l'anecdote humoristique, le récit d'Alcove, d'Héraclès, d'Omphale et de Pan, du mélodrame pour le théâtre, l'histoire de Thestor et ses filles, de l'épopée héroïque comme le thème principal de l'Iliade, du récit réaliste, la visite d'Odysseus aux Phéniciens. Cependant, on peut découvrir les éléments d'un mythe authentique dans les légendes à première vue banales. Et, par ailleurs, il est rare qu'un seul auteur donne la version la plus complète ou la plus révélatrice d'un mythe. En outre, lorsqu'on cherche le thème original, on ne doit pas imaginer que plus les sources écrites sont anciennes, plus elles sont dignes de foi. Souvent, par exemple, le malicieux Callimaque d'Alexandrie ou le frivole Ovide ou l'austère byzantin Tsétsès donne une version nettement plus ancienne du mythe que ne le font Hésiode ou les tragiques grecs. Et l'Exidium Troae du XIIIe siècle est pour une grande part plus solide du point de vue mythologique que l'Iliade. Lorsqu'on essaye de comprendre un récit mythique ou pseudo-mythique, il convient d'être attentif au nom, à l'origine tribale et au destin des personnages. Il faut ensuite le rétablir dans sa forme primitive de représentation rituelle. C'est souvent alors que certains détails suggéreront des analogies avec un autre mythe auquel on avait donné un sens anecdotique entièrement différent. Lorsqu'on veut étudier la mythologie grecque, il faut tenir compte des systèmes religieux et politiques qui existaient en Europe avant l'arrivée des envahisseurs ariens venus de loin, du nord et de l'Orient. Toute l'Europe néolithique, à en juger par les mythes et les légendes qui ont survécu, possédait des conceptions religieuses remarquablement cohérentes, fondées sur le culte de la déesse mère aux noms divers, que l'on connaissait aussi en Syrie et en Libye. L'Europe ancienne n'avait pas de dieu. La grande déesse était considérée comme immortelle, immuable et toute-puissante, et le concept de la filiation par le Père n'avait pas pénétré dans la pensée religieuse. Elle avait des amants, mais uniquement pour son plaisir, et non pas pour avoir des enfants avec un père. Les hommes, dans le système matriarcal, craignaient et adoraient la mère suprême, et ils lui obéissaient. L'âtre, dans la caverne ou dans la hutte, était le plus ancien centre social, et le premier mystère était celui de la maternité. Ainsi, la première victime du sacrifice public grec était toujours offerte à Hestia de l'âtre. La statue anaconique blanche de la déesse, son symbole le plus répandu, peut-être qui figure à Delphes sous la forme de l'omphalos ou nombril, représentait probablement à l'origine le petit tas de cendres blanches bien serrées qui recouvrait le charbon de bois allumé, ce qui est le meilleur moyen pour garder du feu sans fumer. Par la suite, il fut identifié dans les représentations peintes avec le monticule sous lequel on cachait la poupée en blé de la moisson, que l'on déterrait verdoyante au printemps, et avec le monticule en coquillage marin ou en quartz ou en marbre blanc sous lequel étaient enterrés les rois morts. Les symboles célestes de la déesse n'étaient pas seulement la lune, mais aussi, si l'on en juge par Héméra en Grèce et Greini en Irlande, le soleil. Cependant, dans la mythologie grecque primitive, le soleil passe après la lune, qui inspire une grande peur superstitieuse, car son intensité ne diminue pas à mesure que l'année décroît, et on lui attribue le pouvoir de fournir de l'eau aux cultures ou de les en priver. Les trois phases de la lune, nouvelle,
pleine et vieille rappelaient les trois âges du matriarcat, celui de la jeune fille, de la nymphe, la femme nubile, et de la vieille femme. Ainsi, comme la marche du soleil au cours de l'année évoquait l'accroissement puis le déclin de ses forces physiques. La jeune fille au printemps, la nymphe en été, la vieille femme en hiver. La déesse s'identifia aux transformations selon les saisons de la vie végétale et animale, et donc aussi avec la terre-mère, qui au début de l'année, dans le monde végétal, ne donne que des feuilles et des bourgeons, puis des fleurs et des fruits, et enfin cesse de produire. Elle fut d'ailleurs plus tard conçue sous forme d'une autre triade, la jeune fille de la sphère de l'air supérieur, la nymphe de la sphère de la terre ou de la mer, la vieille femme du monde souterrain, personnifiées respectivement par Sélénée, Aphrodite et Hécate. Ces analogies mystiques renforcèrent le caractère sacré du nombre 3, et la déesse lune se multiplia jusqu'à 9 lorsque chacune des trois personnes, la jeune fille, la nymphe et la vieille femme, se manifestèrent sous une forme triple pour prouver leur rang divin. Ces adorateurs avaient conscience qu'il n'y avait pas trois déesses, mais une seule, et à la période classique, le sanctuaire de Stimfal en Arcadie était l'un des rares où elles portaient tous le même nom, Héra. Dès le moment où il fut officiellement reconnu que c'est à la suite d'un coït que la femme donne naissance à un enfant, un récit de ce tournant de la religion figure dans le mythe hittite du naïf Apu. Les conceptions religieuses de l'homme firent peu à peu des progrès, et on cessa d'attribuer au vent et au fleuve le pouvoir de féconder les femmes. Il semble que la nymphe de la tribu choisissait tous les ans dans son entourage un jeune homme, un amant, c'est-à-dire un roi destiné à être sacrifié à la fin de l'année. Il était pour elle un symbole de fertilité, plutôt que l'instrument de son plaisir sexuel. Son sang servait à faire fructifier les arbres et les moissons, ainsi qu'à féconder les troupeaux. On découpait son corps et les nymphes, qui étaient les compagnes de la reine, mangeaient sa chair crue. C'étaient des prêtresses portant des masques de chiennes, de juments ou de truies. Plus tard, il y eut une modification. Le roi mourut dès que la force du soleil, avec qui il était identifié, commençait à diminuer en été. Et un autre jeune homme, prétendument son frère jumeau, l'ancien terme irlandais taniste lui convient assez bien, devenait alors l'amant de la reine et devait être, selon la coutume, sacrifié au milieu de l'hiver. Comme récompense, il se réincarnait comme un serpent oraculaire. Ces princes consortes obtenaient le pouvoir exécutif, mais uniquement lorsqu'on leur permettait de représenter la reine en portant des robes magiques. Ainsi, la monarchie mâle gagnait du terrain. Mais bien que le soleil fût devenu un symbole de fertilité mâle, dès le moment où la vie du roi eut été identifiée avec son voyage à travers les saisons, il demeurait toujours sous la dépendance de la lune, de même que le roi demeura encore sous la dépendance de la reine, du moins théoriquement longtemps après que le stade matriarcal eût été dépassé. Ainsi, les sorcières de Thessalie, région où l'on était conservateur, avaient coutume de menacer le soleil au nom de la lune d'être englouti dans la nuit éternelle. Néanmoins, il n'existe aucune preuve, même à l'époque où c'étaient les femmes qui constituaient l'autorité suprême en matière religieuse, qu'un homme n'eut pas le droit d'avoir des champs et d'y faire ce qu'il voulait sans qu'une femme vînt contrôler ses activités. Bien qu'il soit possible qu'ils aient adopté beaucoup des traits du sexe faible, jusqu'alors considérés spécifiquement masculins. On pouvait leur confier la chasse, la pêche, la cueillette des aliments, la garde des troupeaux et la défense du territoire de la tribu contre des ennemis tant qu'ils ne transgressaient pas les lois du matriarcat. On choisissait des chefs mâles pour les clans totémiques et on leur octroyait certains pouvoirs,
surtout en période de guerre ou d'émigration. Les règles pour choisir celui qui serait le commandant en chef étaient différentes, semble-t-il, selon les matriarchies. En général, on choisissait l'oncle maternel de la reine, ou son frère, ou le fils de sa tante maternelle. Le commandement en chef primitif avait aussi qualité pour être juge des querelles personnelles entre des hommes dans la mesure où cela n'empiétait pas sur l'autorité religieuse de la reine. La société matrilénaire la plus primitive qui subsiste encore de nos jours est celle des Nayars en Inde du Sud, où les princesses, bien qu'elles soient mariées à des maris enfants dont elles divorcent aussitôt, donnent des enfants à des amants sans aucun rang spécial. Et les princesses de nombreuses tribus matrilénaires d'Afrique occidentale épousent des étrangers ou des hommes du peuple. Les princesses royales de la Grèce pré-hellénique ne se faisaient pas scrupule de prendre des amants parmi leurs esclaves, à en juger par les 100 maisons de Locris et les Locrès épizéphyriens. Au début, le calcul des temps se faisait d'après les lunaisons, et toutes les cérémonies importantes avaient lieu à une phase précise de la lune. On n'avait pas déterminé exactement les solstices et les équinoxes, mais on les faisait coïncider avec la nouvelle lune ou la pleine lune la plus proche. Le nombre 7 devint particulièrement sacré parce que le roi mourait à la 7e pleine lune après le jour le plus court. Même lorsqu'à la suite d'observations astronomiques précises, il s'avéra que l'année comportait 364 jours plus quelques heures, il fallut la diviser en mois, c'est-à-dire en cycles lunaires, et non en fractions de cycles solaires. Ces mois furent par la suite ce que le monde de langue anglaise appelle encore les mois de droit coutumier, Common Law Month. Ce sont des mois de 28 jours. 28 était un nombre sacré en ce sens qu'il pouvait être vénéré comme une femme dont le cycle menstruel normalement est de 28 jours. C'est aussi la durée exacte des révolutions lunaires par rapport au Soleil. La semaine de 7 jours était une unité du mois de droit coutumier, et les caractéristiques de chaque jour étaient, semble-t-il, inspirées de celles des mois correspondants de la vie du roi sacré. Ce système amena une identification plus étroite encore de la femme et de la lune. Et comme l'année de 364 jours est exactement divisible par 28, on pouvait raccorder les fêtes populaires à ces mois coutumiers. Les années de 13 mois subsistèrent chez les paysans en Europe comme tradition religieuse pendant plus d'un millénaire après l'adoption du calendrier julien. Ainsi, Robin des Bois, qui vivait au temps d'Édouard II, pouvait-il s'exclamer dans une ballade célébrant la fête du jour de mai: Combien y a-t-il de mois gais dans l'année? Il y en a 13, oui, en vérité. Qu'un éditeur de l'époque Tudor transforma en Il y en a 12, oui, en vérité. 13, le nombre qui correspondait au mois de la mort du soleil, n'a jamais perdu sa mauvaise réputation auprès des personnes superstitieuses. Les jours de la semaine étaient gouvernés par les titans, génies du soleil, de la lune et des 5 planètes connues à cette époque-là, qui en étaient responsables devant la déesse créatrice. Ce système a probablement pris naissance à Sumer, qui vivait sous le régime matriarcal. Ainsi, le soleil passait par 13 phases d'un mois dont le début était le solstice d'hiver, au moment où les jours deviennent de nouveau plus longs après s'être pendant longtemps raccourcis en automne. La journée supplémentaire de l'année sidérale gagnée sur l'année solaire par la révolution de la Terre autour de l'orbite du Soleil fut intercalée entre le 13e et le premier mois et devint le plus important des 365 jours au cours desquels la nymphe de la tribu choisissait le roi sacré, généralement le vainqueur d'une course, d'un combat de boxe ou d'un concours de tir à l'arc.
Mais ce calendrier primitif subit des modifications dans certaines régions. Il semble qu'on ait intercalé le jour supplémentaire non pas au solstice d'hiver, mais à un autre début d'année, à la chandeleur, lorsque apparaissent les premiers signes du printemps, ou à l'équinoxe de printemps, au moment où le soleil parvient, comme on le croyait, à sa maturité, ou bien à la mi-été, ou bien au lever de l'étoile du chien, au moment où les creuses du, au moment des creuses du Nil, ou bien à l'équinoxe d'automne, au moment des premières pluies. La mythologie grecque s'intéresse avant tout aux rapports sans cesse différents de la reine avec ses amants. Au début, les rois sont sacrifiés chaque année ou 2 fois par an, et à la fin, à l'époque où fut composée l'Iliade et où les rois pouvaient s'écrier Nous sommes plus heureux que nos pères, la reine passe au second plan au profit d'une monarchie mâle qui ne devait plus s'interrompre. Il existe en Afrique beaucoup d'équivalents des phases progressives de ce changement. La mythologie grecque est constituée pour une grande part d'événements politico-religieux. Bellérophon s'empare de Pégase, le cheval ailé et tue la chimère. Persée, dans un variant de la même légende, s'envole dans les airs et tranche la tête de la mère de Pégase, la gorgone Méduse, tout comme Marduk, le héros babylonien, tue le monstre marin féminin Tiamat, déesse de la mer. Le nom de Persée devait s'écrire en réalité Terséos, le destructeur. Il n'y est pas, comme le pensait le professeur Kérini, une figure archétype de la mort, mais représentait probablement les Hellènes patriarcaux qui envahirent la Grèce et l'Asie mineure au début du second millénaire avant Jésus-Christ et revendiquèrent les pouvoirs de la triple déesse. Pégase lui était consacré parce que le cheval, avec ses sabots en forme de croissant de lune, figurait aux cérémonies pour faire venir la pluie, ainsi qu'à l'intronisation des rois sacrés. Ses ailes symbolisaient sa nature céleste et non pas sa rapidité. Jane Harrison a fait remarquer que Méduse fut autrefois la déesse elle-même, dissimulée derrière un masque de gorgone qui servait à protéger. C'était un visage hideux qui devait mettre en garde les profanes contre le danger qu'ils y avaient à violer les mystères. Persée tranche la tête de Méduse. Cela veut dire que les Hellènes s'emparent des principaux autels de la déesse, ôtent aux prêtresses leurs masques de gorgone et prennent possession des chevaux sacrés. On a découvert une représentation primitive de la déesse à tête de gorgone et au corps de jument en Béotie. Bellérophon, qui est une réplique de Persée, tue la chimère lycienne. Cela veut dire que les Hellènes annulent le calendrier médusien et le remplacent par un autre. De même, Apollon, détruisant Python à Delphes, semble être le récit de la prise du temple crétois de la déesse Terre par les Achéens. Sa tentative de viol de Daphné, qui métamorphosa plus tard en laurier, a la même signification. Ce mythe a été cité par des psychiatres freudiens comme symbolisant l'horreur instinctive de la jeune fille pour l'acte sexuel. Mais Daphné n'est pas le moins du monde une jeune fille effarouchée. Son nom est une contraction de Daphné, la sanguinaire. La déesse au tempérament orgiaque, dont les prêtresses, les ménades, mâchaient des feuilles de laurier pour s'exciter et qui se ruait dehors périodiquement à la pleine lune, attaquait les paisibles voyageurs, déchiquetait les jeunes enfants et les jeunes animaux. Le laurier contient du cyanure de potassium. Les collèges des Ménades furent supprimés par les Hellènes et seul un bois de laurier attestait qu'autrefois Daphné avait occupé ces sanctuaires. En Grèce, et jusqu'à la période romaine, il était interdit à quiconque de mâcher des feuilles de laurier, excepté à la Pythonisse qu'Apollon conservait à son service à Delphes.
Les invasions helléniques du début du second millénaire avant Jésus-Christ, qu'on appelle généralement éoliennes et ioniennes, semblent avoir été moins dévastatrices que les invasions achéennes et doriennes qui suivèrent. Des petites bandes armées de bergers, adorateurs de la trinité divine arienne Indra, Mitra et Varuna, franchirent la barrière naturelle du mont Othrys et s'installèrent très paisiblement dans les colonies pré-helléniques de Thessalie et de Grèce centrale. On les considérait comme des enfants de la déesse locale, et ils lui fournirent des rois sacrés. Ainsi, une aristocratie militaire mâle cessa de s'opposer à une théocratie féminine, non seulement en Grèce, mais en Crète, où les Hellènes pénétrèrent également, et d'où, par leur intermédiaire, la civilisation crétoise gagna Athènes et le Péloponnèse. Après cela, on s'exprime en grec, en égée, et au temps d'Hérodote, un seul oracle parlait une langue pré-hellénique. Les